Bonjour, bienvenue dans ce 15e épisode du défi J'envoie, déjà la moitié de cette superbe aventure et les retombées sont extraordinaires, tous les personnes qui me contactent, qui me demandent plus d'informations, etc. Donc je trouve ça vraiment extraordinaire. Merci à l'Académie du podcast de penser à ce super défi qui est vraiment au-delà de toutes mes espérances. Alors aujourd'hui, ma contrainte créative, c'est de vous discuter normalement d'un livre ou d'un business case marquant par rapport à, évidemment, ma thématique. Et je voulais vous en profiter, en fait, non pas pour vous parler d'un bouquin, mais parce que j'ai découvert, en fait, une boîte de production de documentaires et de films, de séries ultra intéressants qui s'appelle On Suzanne. J'ai eu l'occasion de rencontrer, en fait, une des co-réalisatrices de la série Naissance respectée lors d'une projection débat qui avait eu lieu au centre périnatal du Béoué en décembre. Et donc, évidemment, vous me connaissez maintenant, j'en ai profité pour l'interviewer et je vais vous partager du coup cette pépite. Il s'agit donc de Judicaël Perrault, qui est donc co-réalisatrice de cette série et aussi podcasteuse. Elle en parle un peu dans cette interview. Je vous laisse découvrir et on se retrouve juste après. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé, et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Bonjour Judicaël. Bonjour. Écoute, je suis ravie d'être ici avec toi aujourd'hui. Donc, je viens de visualiser au centre périnatal du Béoué les 2 premiers épisodes de Naissance respectée où tu es co-réalisatrice. Je viens d'apprendre aussi que tu es podcasteuse et que tu as un podcast qui s'appelle Allumettes et Tasse de thé. C'est ça, ouais, c'est un podcast qui vise à expliquer et à redonner de la valeur aux émotions des féministes. Parce qu'on a tendance à nous traiter d'hystériques. Et moi, je dis non, ces émotions-là, elles sont révolutionnaires, il faut qu'on s'en parle et qu'on y aille à fond, quoi, parce que ça fait changer le monde. Et les allumettes, parce qu'il faut... Voilà, oui, voilà, les tasses de thé, c'est parce qu'on est entre nous, dans le salon, on discute, on se raconte nos histoires de patriarcat. Et les allumettes, c'est parce que même si on parle d'émotions et avec bienveillance, on va quand même aller foutre le feu au patriarcat, voilà. Tout ça dit avec le grand sourire. Oui, bien sûr. D'accord. Je voulais justement, je suis vraiment heureuse de pouvoir échanger avec toi parce que j'aimerais justement savoir un peu qu'est-ce qui a amené à la genèse de ces 4 épisodes donc sur Naissance respectée et un petit peu, voilà, quel est ton rôle là-dedans? Et puis, comment est-ce que vous l'avez construit? Qu'est-ce que vous avez fait? Peut-être parler de tes collègues qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais voilà. Ça marche. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis hyper ravie d'être là. Donc, nous, on est françaises et c'est la première fois qu'on montre ce film hors de France. Dans la tournée, là, il est sorti en octobre, donc hyper heureuse. Et donc, moi, je suis réalisatrice et je travaille pour On Suzanne. On Suzanne, qui est une plateforme de streaming, donc en ligne, qui produit et qui diffuse des documentaires originaux, pas que, mais celui-là c'est un documentaire original, Naissance respectée, et donc On Suzanne est spécialisée dans les sujets qui concernent la maternité, la parentalité, le corps, et c'est des documentaires engagés féministes. Et donc pour répondre à ta question, la genèse du film et même de On Suzanne en fait, c'est F. Simonet. C'est la fondatrice de On Suzanne, qui est aussi la réalisatrice de Postpartum, en fait, où elle a réalisé Postpartum en étant elle-même en postpartum parce qu'elle manquait d'informations. En fait, elle a réalisé le film qu'elle aurait eu besoin de voir, et c'est la même chose. Et elle a accouché à domicile, donc elle avait déjà cette fibre-là.
Et elle a tout appris par elle-même, et donc elle voulait transmettre ces informations-là aux femmes, briser les tabous, partager des vécus, partager de l'information pour voilà, être plus forte aussi, mieux armée et mieux vivre des moments intimes, puisque l'intime est politique, comme on sait. Donc voilà, elle a créé cette plateforme, et c'est là que interviennent Clémence, Marie et Claire, qui sont mes co-réalisatrices, qui ont porté le projet depuis le début. Elles, c'était leur documentaire, parce qu'elles étaient en formation pour devenir doula. Et donc, elles avaient un projet de fin d'études, et elles avaient envie de créer un documentaire et d'aller interviewer des femmes qui ont accouché chez elles. Donc, elle est rentrée en contact avec Ève. Moi, j'ai tout de suite accroché sur le projet, donc je les accompagne depuis le début. À la base, je devais juste les aider. Puis, en fait, je me suis impliquée à fond, et du coup, on a tout un peu... Enfin, elles m'ont accueillie parmi elles. Elles ont accepté et eu envie que je le co-signe, donc c'était super. Voilà, donc cette collaboration entre leur expertise de doula et moi et Ève, enfin Ève et moi, notre expérience du documentaire et de la réalisation documentaire, de l'interview, du montage, etc. Ça a donné Naissance Respectée, c'était super. Moi, j'ai appris plein de trucs. J'avais un regard un peu naïf parce que en plus j'ai pas d'enfant, donc vraiment je découvrais tout, et en même temps en étant très féministe, donc je les aidais à mieux expliquer des choses techniques et des connaissances que moi j'avais pas, donc ça les a aidés à être plus pédagogues et plus dans la vulgarisation. Et moi ça m'a aidé parce que j'ai tout appris et en même temps on a pu pousser un petit peu plus loin. Au début elles avaient peur, elles voulaient pas trop forcément être vindicative, militante. Et puis en fait, moi j'ai un peu forcé le truc parce que j'ai découvert un monde. Voilà, je vais peut-être pas continuer à monologuer. Mais... Tu n'avais pas encore notion en fait de à quel point l'accouchement était politique, et finalement aussi cette part justement de féminisme dans cette partie-là de la vie des femmes. Exactement. Ça m'est tombé dessus, et en fait, je me suis sentie hyper bête. Parce que, je sais pas, je disais tout à l'heure, en fait, ça m'a fait, j'ai eu un déjà-vu, un flashback il y a quelques années, quand j'ai appris ce que c'était que les règles, quand j'ai vu la taille et la forme d'un clitoris, et en étant adulte, hein, en étant adulte, quelqu'un qui a un capital culturel, qui a accès à l'éducation, qui a de la chance dans la vie, de pas savoir ça, je me suis dit... On nous le cache. Tu vois, la physiologie, le bassin, les contractions, comment ça marche, les hormones dans le cerveau, tout un tas de choses que j'ai appris en faisant ce documentaire. Je me suis dit, ils veulent pas qu'on soit au courant de comment ça marche. Ils veulent pas. Quand je dis ils, c'est le patriarcat, c'est la société de manière générale. La société de manière générale, les dominants qui détiennent le pouvoir. Là, en l'occurrence, c'est les médecins, les gynécos, les profs. Les gouvernements, qui fait les programmes scolaires, qui fait le système médical. Enfin, voilà, la société de manière générale ne veut pas qu'on apprenne comment fonctionnent nos corps, ouais, et voilà, et le fait de ne pas savoir, ça fait qu'on peut pas prendre possession pleinement de nos puissances, parce qu'on sait même pas qu'on l'a en nous, en fait. Parce qu'on nous a tellement ancré dans la tête qu'il fallait accoucher comme ci et comme ça, que de toute façon, t'en sais rien, donc tu fais confiance au médecin qui sait mieux que toi, donc tu te la fermes et tu subis. On nous l'a tellement ancré, mais partout, tout le temps, hein. Dès la première visite chez le gynéco, à 12 ans ou à 15 ans, c'est bon, mettez-vous là, enlevez votre culotte et mettez vos pieds. Peut-être déjà bonjour, et est-ce que je suis d'accord ? Est-ce que tu peux même m'expliquer ce que tu vas faire avant de le faire ? Enfin, voilà, il y a tout un tas de... Bon, là, je me perds un peu, mais en gros, j'ai découvert qu'on nous cachait ça. Et surtout, j'ai découvert qu'il y avait encore énormément de choses sur lesquelles il fallait lutter. Et que, en tant que féministe qui n'a pas d'enfant, qui est très parisienne, très urbaine, très centrée sur le post-MeToo, tu vois, je m'étais dit, bon, les questions de maternité, peut-être que ça a été réglé par la génération des féministes avant nous, quoi, qui se sont émancipées des maisons,
qui ont refusé justement d'être que des mères. Du coup, j'étais en mode, ok, let's go, moi j'ai pas d'enfant, c'est super, on a réglé ce problème-là. Et pour me concentrer sur les enjeux qui sont contemporains post-MeToo, quoi, sur les violences sexuelles, sur l'avortement, le droit à l'avortement encore, sur la lutte contre les féminicides et tout. Là, t'as découvert les violences gynécologiques et obstétricales. Alors, les violences gynécologiques obstétricales, je connaissais un peu. Parce que, justement, du fait que je m'intéressais beaucoup aux violences. Mais je connaissais pas les alternatives, tu vois. Et je me disais, bon, bah, ça, c'est juste des mecs qui violentent des femmes, tu vois. Je me disais pas, c'est parce que on surmédicalise. Ouais. Et pas que, oui, c'est... Ouais, bien sûr, il y a des femmes qui sont... qui portent ça aussi, bien sûr. Mais non, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, en gros, je me suis dit... tout ce à quoi je m'intéressais, à savoir que les adolescentes puissent mettre des crop tops si elles ont envie de mettre des crop tops, ou des robes longues si elles ont envie de mettre des robes longues sans qu'on leur dise que c'est des islamistes, qu'on puisse connaître comment nos règles ça marche, qu'on puisse avoir accès à des protections périodiques, qu'on puisse vivre notre sexualité comme on veut la vivre, qu'on puisse avoir du plaisir dans notre sexualité, qu'on puisse marcher dans la rue sans avoir peur de se faire agresser. Enfin, toutes ces choses-là qui m'animaient très fort en tant que féministe étaient exactement les mêmes sujets que peut expérimenter une femme qui accouche. C'est l'agentivité, c'est son agentivité, son corps, son choix, avoir la possession de son propre corps et pas de subir le regard et le pouvoir que l'autre exerce sur son corps, que ce soit les hommes inconnus dans la rue ou le gouvernement qui dit aux gamines de mettre des jupes plus courtes, tu vois. Enfin, en fait, tout ça a été lié et je me suis rendu compte que même si j'avais l'impression d'avoir appris beaucoup de choses sur le féminisme, il y avait toujours un truc supplémentaire, toujours une violence supplémentaire qu'on ne connaissait pas. Et que en fait le patriarcat est partout et qui nous surprendra toujours et qu'on va toujours découvrir des nouvelles violences qui sont faites aux femmes, et même au-delà des violences obstétricales et gynécologiques, des violences symboliques énormes en fait et psychologiques qui sont beaucoup moins spectaculaires mais qui existent quand même quand on leur refuse comment ça s'appelle, le plan de naissance, quand on les culpabilise d'avoir fait tel choix, c'est extrêmement violent, quoi. Mm-hmm. Et c'est pernicieux parce que, en plus, les femmes culpabilisent, elles se disent, bon, peut-être que j'exagère, enfin, c'est terrible, quoi. C'est-à-dire qu'on leur dit en plus qu'elles elles font des choix qui vont mettre en danger leur vie et celle de leur bébé, donc on les infantilise énormément, on prend des décisions à leur place, et alors il y a aussi cette notion quand même de consentement qui est pas vraiment du consentement, on fabrique du consentement ou alors on le demande même pas. Enfin, c'est vrai que... Oui, comme partout, on parle beaucoup de consentement dans la sexualité, on dit céder n'est pas consentir. Quand on insiste et quand on fait peur pour que la personne consente, c'est pas du consentement. Et dans la médecine, c'est la même chose. Il faut que le consentement soit donné, on dit avec enthousiasme, mais en tout cas qu'il soit pas arraché à la patiente. Surtout que là, c'est des moments de vulnérabilité très forts. Il y a de la douleur, il y a de l'inquiétude, il y a de la fatigue quand ça fait des heures et des heures. Donc les professionnels de santé ont un devoir énorme quand ils... Enfin, après, ça c'est une autre question, mais il faudrait qu'ils aient le temps, qu'ils aient les moyens d'expliquer, de prendre le temps, de s'assurer que la personne a bien compris, de s'assurer qu'elle n'a pas peur et qu'elle le fait parce qu'elle a compris et qu'elle est d'accord que c'est la bonne solution, hein, de pratiquer tel acte ou tel acte. Sauf que, par exemple, dans ce qu'on a regardé dans les épisodes aujourd'hui, on ressent quand même qu'il y a effectivement une manière d'amener les choses tellement forte. Par exemple, il y avait cette femme qui disait qu'on n'arrêtait pas de lui dire on va devoir couper, il faut qu'on coupe, il faut couper, et qu'elle finit par dire ok, s'il faut couper, il faut couper. Mais en fait, c'est facile de répéter 10 fois qu'il faut couper pour dire qu'il faut couper. Moi, personnellement, j'ai encore une de nos patientes il y a quelques jours qui a accouché à l'hôpital parce que besoin de médicalisation dans le cadre de son suivi de grossesse, parce qu'il y avait une pathologie qui se mettait en place.
Et au moment de la poussée, cette gynécologue qui lui dit à un moment donné, bon, bah, la prochaine contraction, je vais faire plus de place au bébé. La patiente, elle pensait qu'elle allait mettre ses doigts beaucoup plus profondément pour essayer de faire de la place pour le bébé. En fait, elle a fait une épisiotomie. Mais donc, elle n'a jamais dit, elle a pas dit couper. Le terme. Elle n'a jamais dit, je vais faire une épisiotomie. Elle a dit, je vais faire plus de place. Ça, c'est quand même, c'est vraiment minimisé pour faire accepter. Quoi. Clairement. Mais donc, ça, c'est grave, ça. Tout est grave. Je pense que le combat, il s'arrêtera pas du jour au lendemain, parce que d'abord, effectivement, le patriarcat, il prend le pouvoir sur le corps des femmes, en fait. Ouais. Je veux dire, partout, tout le temps. Si on nous balance autant des images, moi, ça m'a beaucoup fait rire, parce que quand l'épisode commence, en fait, on voit ces naissances dans les séries. Et en fait, moi, il y a 3 épisodes, je pense. J'ai fait un épisode sur la représentation des naissances dans les médias. Et j'ai dénoncé exactement les mêmes choses. Enfin, voilà. Et je me disais, c'est fou parce qu'en fait, les femmes, du coup, elles pensent que c'est comme ça que ça se passe. Puis, en fait, la société, parce que là, dès le début, il y a un papa qui dit, mais moi, j'ai toujours pensé que c'était normal, en fait, qu'il y ait cette forme de pouvoir sur la femme, qu'elle allait le subir, qu'elle allait être sur le dos, la position gynéco. Et donc, du coup, ça n'a même pas à se poser des questions sur qu'est-ce qui est normal ou qu'est-ce qui n'est pas normal. Complètement. Et ça, je te rejoins totalement. Et ça, c'est l'importance des représentations culturelles et la raison pour laquelle je suis passionnée par le cinéma et que j'ai envie de travailler dans le documentaire. C'est justement pour apporter d'autres représentations, parce que si on ne le filme pas, si on ne le montre pas, si on ne le donne pas à voir, si tu ne fais pas ton podcast pour en parler, ça n'existe pas en fait. Et il faut les montrer pour que les personnes qui se retrouvent dans cette situation-là sachent que ça existe. Si on ne voit jamais de femmes qui accouchent accroupies ou en position tendue, en suspension, on ne sait pas qu'on peut le faire et on ne sait même pas que ça nous soulagerait. Parce que la représentation qu'on a, c'est toujours sur le dos, les pieds en l'air. Voilà, et ça crée une norme et ça crée une injonction en fait. Et ça brime les libertés. Mais finalement, tu vois, donc le premier épisode parle de la surmédicalisation. Oui. Le deuxième parle justement du choix. De la possibilité, de l'autre alternative qui est l'accouchement physiologique. Et à la fin de cet épisode, justement, on a cette femme qui dit moi, en fait, je suis nostalgique de ce que j'ai ressenti à ce moment-là dans mon corps, dans cette force qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et en fait, si les femmes prenaient conscience de à quel point elles sont puissantes, et je pense que le moment de l'enfantement, c'est un moment clé, en fait. Quand les femmes, elles ont accès à cette pleine puissance, à ce moment-là, on arrêterait de nous appeler le sexe faible. Ouais, mais c'est pour ça que les hommes ont créé ce mythe de la femme inférieure à l'homme. C'est aussi parce qu'on leur fait peur. On leur fait peur avec nos règles. C'est quoi ces sorcières qui saignent tous les mois et qui meurent pas, en fait. On leur a fait peur aussi avec cette puissance-là d'être capable de mettre au monde, d'endurer cette douleur. Et je pense que ça les a, à un moment de l'histoire, en tout cas, je suis pas experte là-dessus, mais il y a eu un moment où ça les a rassurés de créer ce mythe de la femme faible pour compenser, quoi. Pour compenser le fait que oui, on est complètement puissante. Et il faut le savoir aussi quand on attend peut-être son premier enfant, qu'on est capable, qu'on est puissante, que le corps est fait pour ça. Comprendre la physiologie, ça permet aussi d'endiguer un petit peu la peur. Et donc, ça permet peut-être de mieux se protéger face à la blouse blanche, qui va utiliser cette peur-là pour nous faire accéder, aller dans leur sens, aller dans leur sens, et donc céder sur certaines choses, parce que bon, après, on va peut-être en parler, mais faut pas non plus diaboliser le personnel soignant qui a pas des raisons, mais qui, en tout cas, ça peut s'expliquer sans s'excuser par le manque de moyens, le manque de temps, les logiques de rentabilité qui sont imposées par des États et par des logiques capitalistes et ultralibérales et de réduction des coûts, de réduction des budgets, des effectifs, etc. Donc ça explique, ça n'excuse pas la maltraitance, mais en tout cas,
En tout cas, ça explique. Bref, le système je qui suis devient perdue. non, c'est ça, mais c'est le système qui devient maltraitant envers les soignants, qui finissent par devoir maltraiter aussi les patientes. Ça c'est ça. C'est compliqué. Et après, du coup, on pense que c'est la norme, alors que ça ne l'est pas du tout. Et donc, le dernier rempart, c'est cette femme qui sait, qui connaît ses droits, qui connaît son corps et qui peut se défendre, quoi. Et son conjoint ou sa conjointe. Et puis sa sage-femme, si elle a la chance l'accompagnement global, je crois que c'est quand même une clé, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que d'avoir la même personne tout du long, avant, pendant et après, c'est un service et un cadeau à se faire à soi et à son bébé, parce que du coup, on peut vraiment se dire, voilà, j'ai confiance en cette personne, et donc cette personne, elle pourra être vraiment gardienne de ma sécurité, où que je sois, en fait. Parce que c'est pas que les accouchements physiologiques et beaux et magnifiques ne se passent pas que à la maison, ça peut se passer à l'hôpital, ça peut se passer en plateau technique, ça peut se passer en maison de naissance, et à la fois, des mauvaises expériences peuvent aussi se passer partout, à l'hôpital, mais aussi à domicile, mais aussi en maison de naissance, enfin voilà. Donc, c'est de l'ordre du lien humain aussi qu'il y a entre les personnes et de l'expérience qui va se passer, mais aussi de l'accompagnement, parce que même si l'expérience en soi peut être traumatique, dans le sens où il y a peut-être des femmes qui, au moment de la naissance, en fait, le processus même de la naissance, elles vont le vivre d'une manière ultra violente, dans leur corps, dans leur esprit. Peut-être qu'elles ont quelque chose dans leur histoire personnelle qui fait que ça fait remonter des choses, c'est tout à fait possible. Mais après, c'est l'accompagnement qu'elle va avoir dans la suite qui va changer les choses. Ouais, complètement. Et ça, on a des super beaux témoignages dans l'épisode 3, justement, sur le lien avec la sage-femme, aussi sur la relation entre la sage-femme et la doula, la relation entre la sage-femme et le compagnon ou le coparent, et sur ce que tu disais sur la relation et la confiance, ça permet aussi se lâcher prise. Et effectivement, si on a Constance qui en parle dans le documentaire, qui dit qu'elle avait passé son temps à batailler, et qu'elle n'avait pas pu se concentrer sur ses sensations et la gestion de sa douleur, parce qu'elle bataillait pour défendre son projet de naissance. Oui, ça, elle disait une demi-dose de ça. Ouais, voilà. Et effectivement, si t'es avec quelqu'un que tu connais bien, en qui t'as confiance, t'es moins obligé de batailler et d'être d'utiliser ta partie de ton cerveau qui résonne et pas celle qui éprouve ou qui ressent. Et donc le fait d'être avec quelqu'un de confiance, ça permet de se lâcher prise et de se reposer un peu sur elle ou sur lui. Et je pense que c'est une chance, et c'est dommage que ce soit pas mieux soutenu, cet accompagnement global là, et mieux mis en valeur, plus proposé. Ouais, mais il faudrait que ce soit soutenu sous tous les plans. Ça veut dire faire reconnaître que c'est valable, mais aussi soutenu par rapport au coût que ça peut avoir pour les parents, mais aussi en réalité pour la disponibilité que ça représente et le travail que ça représente pour les sages-femmes, et donc d'avoir une reconnaissance aussi au niveau salaire qui soit correct, quoi. Ça, c'est encore tout un autre débat. Mais donc, il me semble que... Donc là, on a parlé des 3 premiers épisodes, mais donc le 4e épisode, justement, il est beaucoup plus acté là-dessus et sur... au niveau des revendications politiques, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Le 4e épisode, il s'appelle, j'adore, c'est mon titre préféré, il s'appelle La responsabilité de l'État. Et déjà, parce que c'était important pour nous aussi de pas taper sur l'hôpital, parce que y a des personnes dévouées à l'hôpital, et que l'hôpital c'est une superbe invention. Et qu'on a besoin de collaborer aussi. Qu'on a besoin de collaborer, exactement. Oui, complètement. Et donc, on commence par dire, s'il n'y avait pas eu la destruction orchestrée, alors je ne sais pas comment c'est en Belgique, là je parle de la France, mais la destruction vraiment de l'hôpital public orchestrée depuis des années à base de coupes de budget et de licenciements, de réduction des effectifs, il n'y aurait pas autant de violence. Et donc, déjà, de base, il faut remettre de l'argent dans l'hôpital public. Il y a Anna Roy qui le dit très bien. La médecine, c'est pas censé être rentable. La médecine, ça coûte cher. Il faut investir. Voilà. Donc, il y a ça. Ensuite, on parle des autres alternatives. On parle des maisons de naissance et des plateaux techniques. On rentre vraiment dans le détail. On va visiter la maison de naissance du Calme, qui est à la maternité des Bleuets, avec l'association, les parents militants qui nous font visiter et tout, c'est super. Et on parle surtout de ce problème d'assurance pour les sages-femmes AAD
qui sont complètement... Enfin, il y a le terme chasse aux sorcières et a beaucoup été utilisé, qui sont pas du tout soutenus et qui même sont traqués par leurs propres collègues, par l'ordre des sages-femmes. On a Isabelle qui nous en parle, c'est très dur, on sent que c'est éprouvant pour elles et qu'en fait elles sont seules, quoi. Elles sont vraiment, vraiment seules. Et ce truc de, oui, il faut mieux rembourser parce que c'est une discrimination insupportable, en fait, que ce soit seulement des femmes riches, aisées, en ville, qui ont accès à ce dont elles ont envie. C'est aussi pour qu'elles n'y aillent pas. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est insupportable. Ouais, tout à fait. C'est orchestré, oui, c'est à dessein. Et en tout cas, on a voulu le montrer, quoi. Donc ouais, mais peut-être je peux faire ce sera peut-être plus facile pour toi si je fais les 4 d'un coup pour le montage. Donc le premier épisode, il part d'un constat, il part d'un mal-être que beaucoup de femmes ressentent pendant leur accouchement, qui est le sentiment d'avoir été dépossédées de ce moment-là de leur vie. On parle malheureusement le fait qu'il y a beaucoup de violences gynéco-obstétricales en hôpital. On parle de la souffrance aussi des sages-femmes en hôpital. Deuxième épisode, on va aller plutôt sur la physiologie, expliquer que voilà, il y a d'autres possibilités si on en a envie. De sortir de cette surmédicalisation-là, de quitter les protocoles et de faire plutôt confiance au processus naturel. Donc, et c'est un super épisode qui s'appelle Faire confiance, avec des témoignages vraiment poignants. Et l'épisode 3 s'appelle Repenser le rôle de chacun, chacune. Et pareil, là c'est sur les liens et les relations entre les personnes qui accompagnent la femme qui accouche ou la personne qui accouche. Donc évidemment, sage-femme, doula, coparents et aussi les enfants, s'il y a des grands frères et des grandes sœurs. Comment chacun trouve son rôle, les postures, la confiance pour aider cette femme-là. Et le dernier épisode qui va aller plutôt sur les problèmes d'argent, politique, assurance des sages-femmes et pourquoi il faut absolument remettre de l'argent dans l'hôpital public, développer les plateaux techniques et les maisons de naissance. Voilà. Super. Et en tout cas, J.D.K., je tiens vraiment à te remercier. Est-ce que tu peux juste nous rappeler où est-ce qu'on peut avoir accès à ces films et à cette série de documentaires ? Oui, alors la série documentaire, comme tous les films qu'on produit, mais pas que, sont accessibles sur OnSuzanne, on.suzane, Suzanne avec un seul N. Donc en ligne et sur les applications mobiles également. Et puis le premier épisode est disponible gratuitement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner. Super. Et merci beaucoup de m'avoir reçu, c'était passionnant. Avec grand plaisir, vraiment. Merci beaucoup à toi. Et puis merci pour cette belle découverte parce que moi j'ai pu voir ces 2 premiers épisodes ici et c'était vraiment un plaisir. Ça s'est suivi d'un débat qui était aussi très enrichissant. Ouais. Et c'est toujours intéressant de pouvoir débattre, échanger. Puis parfois ça nous ouvre encore l'esprit sur de nouvelles choses, enfin peut-être pas de nouvelles choses, mais en tout cas des façons de sentir, de voir, de percevoir les choses qui sont toujours d'une richesse incroyable. Donc, complètement. Pour moi aussi, c'est très très riche. N'étant pas professionnelle de santé, j'apprends plein de choses et je vous soutiens très fortement dans votre lutte et j'espère que ça ira vite mieux. Un grand merci. Beaucoup. Merci. Voilà, donc je peux vous dire que lors de cette projection, on a pu découvrir les 2 premiers épisodes de la série Naissance respectée. C'était très intéressant, mais voilà, moi j'en ai reparlé pendant le débat en disant ne diabolisons pas trop les accouchements à l'hôpital, parce que là c'était vraiment très fort et très flagrant. L'hôpital c'est pas bon du tout, la maison c'est magnifique, à la maison tout le monde accouche dans l'eau, etc. Donc j'ai dit peut-être qu'il manque un peu de nuance dans tout ça. Donc si jamais vous allez voir ces épisodes sur la plateforme de OnSuzanne, ce que je vous invite grandement à aller faire, voilà, ayez quand même en tête qu'il y a des choses peut-être qu'il faut nuancer, mais j'ai trouvé ça super intéressant et un prisme très très intéressant. C'était les épisodes qu'on a vus, le premier, c'était sur la surmédicalisation, donc évidemment on a entendu parler d'histoires vraiment très difficiles. Moi j'ai eu du mal à tenir, j'ai vu qu'il y avait des femmes enceintes dans l'assistance, je me suis dit waouh, elles sont bien accrochées pour écouter ça. Et puis le deuxième épisode c'était plus tourné sur le choix.
J'ai découvert en fait que cette boîte de production, elle propose aussi un documentaire sur l'art d'accoucher, et puis bien plus de séries qui sont disponibles comme Big Bang Baby, Postpartum, La Révolution menstruelle. Enfin bref, ça a l'air d'être vraiment hyper intéressant. Et donc s'il y a une chose que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir sur On Suzanne, donc O-N plus loin S-U-Z-A-N-E, pour aller découvrir tout leur univers, parce que je pense que c'était ça la pépite, c'était d'aller découvrir tout ce qu'ils proposent et sont en train de produire. Voilà, c'est le dernier jour pour participer au concours des 10 000 écoutes. Alors vous pouvez encore le faire, vous pouvez encore aller voir, vous pouvez encore me partager vos meilleures pépites et vos sujets que vous aimeriez que je développe. Je vous donne rendez-vous demain pour une super balade et d'ici là, portez-vous bien.